Avant de commencer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez et quel temps il fait chez vous aujourd'hui? J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Dans un instant, vous allez entendre une histoire que la famille Dupont a tenté d'effacer pendant plus d'un siècle. Une histoire dont les traces ont disparu, sauf dans les témoignages des rares personnes qui ont vu ou entendu ça se produire. Avant de commencer, imaginez ceci. Vous êtes seul, dans un manoir isolé, en pleine nuit. Le vent souffle contre les volets, la maison craque, et soudain, une voix murmure un prénom que vous n'avez jamais entendu. Un prénom que la famille Dupont vous supplie de ne jamais prononcer. Ce que vous allez découvrir maintenant n'a jamais été expliqué, et ceux qui ont essayé d'en parler l'ont tous regretté. Voici le secret sanglant de la famille Dupont, une histoire effacée. La neige tombait en silence sur les montagnes du Jura ce soir-là. C'était le 15 novembre 1894, et le jeune Étienne Marveau venait d'arriver au manoir Dupont pour occuper son nouveau poste de domestique. Il avait 19 ans, des mains calleuses et un besoin urgent de travail. Sa mère était malade, son père mort depuis 3 ans dans une scierie près de Morez. Quand on lui avait proposé ce poste au manoir, il n'avait pas hésité, malgré les regards étranges des villageois, lorsqu'il avait mentionné le nom Dupont. Le manoir se dressait au bout d'un chemin de terre défoncé, entouré de sapins centenaires, dont les branches ployaient sous le poids de la neige. Les murs de pierre grise semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Étienne avait frappé à la porte massive en chêne, et c'est Madame Clémence, la gouvernante, qui l'avait accueilli. Une femme sèche d'une 50aine d'années, au regard dur et aux lèvres pincées. Elle lui avait montré sa chambre au 2e étage, une pièce minuscule avec un lit étroit, une table de nuit et une fenêtre qui donnait sur la forêt. Elle avait parlé vite, énumérant ses tâches quotidiennes, les horaires des repas, les parties du manoir qu'il devait nettoyer. Puis, juste avant de partir, elle s'était arrêtée sur le seuil et s'était retournée. « L'aile ouest est condamnée, vous n'y allez jamais. Pour aucune raison. »« C'est compris ?» Étienne avait hoché la tête, troublé par l'intensité de son regard. Elle avait refermé la porte sans rien ajouter. Cette nuit-là, épuisé par le voyage, il s'était endormi rapidement malgré le froid qui s'infiltrait par les fentes de la fenêtre. Mais vers 3 heures du matin, quelque chose l'avait réveillé. Un son, une voix, ou plutôt un murmure qui semblait provenir des profondeurs de la maison. Il s'était redressé dans le noir, le cœur battant, tendant l'oreille. Le silence était revenu, lourd et oppressant. Il avait voulu se rendormir, se persuader que c'était le vent ou les craquements du vieux bâtiment, mais alors, il l'avait entendu de nouveau. Plus distinct cette fois. Mathilde. Mathilde. Un prénom. Répété 2 fois, avec une lenteur qui glaçait le sang. La voix semblait venir de très loin, comme filtrée à travers plusieurs couches de murs. Étienne s'était levé, pieds nus sur le plancher glacé, et avait ouvert sa porte. Le couloir était plongé dans l'obscurité totale. Il avait hésité, puis avait entendu le murmure encore une fois, plus faible maintenant, presque suppliant. Cela venait de sa gauche, de l'aile ouest. Il s'était avancé malgré lui, attiré par cette voix d'outre-tombe, jusqu'à ce qu'il arrive devant une grande porte en bois cloutée, fermée par un lourd cadenas. Il avait posé sa main sur le métal froid, et à cet instant précis, le murmure s'était tu d'un coup, comme si quelque chose de l'autre côté avait senti sa présence. Étienne avait reculé brusquement, le souffle court, et était retourné en courant dans sa chambre. Il n'avait pas dormi du reste de la nuit. Le lendemain matin, à l'aube, il avait retrouvé Madame Clémence dans la grande cuisine. Elle préparait le petit déjeuner pour la famille Dupont. Monsieur Henri Dupont, le patriarche, une 60aine d'années, ancien magistrat retiré. Son épouse, Marguerite, une femme pâle et silencieuse qui semblait constamment ailleurs, et leur fils unique, Lucien, un jeune homme de 25 ans au regard trouble et à la démarche nerveuse. Étienne avait servi le thé, disposé les tartines beurrées, puis s'était tenu debout près du buffet comme on le lui avait demandé. Personne ne parlait. On entendait seulement le cliquetis des couverts contre la porcelaine et le crépitement du feu dans la cheminée. Puis, n'y tenant plus, Étienne avait rompu le silence. « Excusez-moi, monsieur Dupont, cette nuit j'ai entendu un bruit, comme une voix. » Le silence s'était instantanément alourdi. Henri Dupont avait levé les yeux vers lui, et Étienne avait vu quelque chose passer dans son regard. De la peur. Marguerite avait porté une main tremblante à sa bouche. Lucien s'était figé, sa tasse de thé suspendue à mi-chemin. Madame Clémence,
debout près de la porte, avait fusillé Étienne du regard. « Ça n'était rien », avait finalement dit Henri d'une voix sèche. « Les vieilles maisons font du bruit, c'est tout. Ne vous en préoccupez pas. » Mais Étienne avait insisté, peut-être par naïveté, peut-être parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose d'important à comprendre. La voix répétait un prénom, Mathilde. À ces mots, Marguerite Dupont s'était levée brusquement, renversant sa chaise dans un fracas terrible. Elle avait reculé contre le mur, les yeux écarquillés, et avait murmuré d'une voix blanche « Non, non, pas elle. Pas encore. » Henri s'était précipité vers elle, l'avait saisie par les épaules et l'avait secouée presque violemment. « Marguerite, reprends-toi !» Mais elle ne l'écoutait pas. Elle fixait un point au-dessus de l'épaule d'Étienne, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ses lèvres tremblaient, et des larmes silencieuses coulaient sur ses joues creuses. Elle est revenue. Elle sait ce que nous avons fait. Lucien s'était levé d'un bond, avait attrapé sa mère par le bras et l'avait entraînée hors de la pièce sans un mot. Henri était resté immobile un instant, le visage fermé, puis s'était tourné vers Étienne avec une expression glaciale. « Vous n'auriez jamais dû parler de ça. Plus jamais. Si vous tenez à votre place ici, vous oublierez ce que vous avez entendu cette nuit. Et si vous entendez quoi que ce soit d'autre, vous vous taisez. C'est compris ?» Étienne avait acquiescé, mais au fond de lui, une certitude s'était installée. Quelque chose d'horrible s'était passé dans cette maison, quelque chose lié à une certaine Mathilde. Et les Dupont faisaient tout pour que cela reste enterré. Mais les morts, parfois, refusent de rester silencieux. Et Mathilde, visiblement, n'avait pas fini de parler. Les jours suivants s'étaient écoulés dans une atmosphère de plus en plus pesante. Étienne accomplissait ses tâches avec application, nettoyant les sols, cirant les meubles, alimentant les cheminées. Mais il sentait constamment des regards posés sur lui. Madame Clémence l'observait avec méfiance. Lucien Dupont l'évitait, disparaissant dans sa chambre ou sortant marcher dans la forêt pendant des heures. Marguerite, elle, ne quittait presque plus sa chambre. On l'entendait parfois marcher de long en large, tard dans la nuit, murmurant des choses incompréhensibles. Henri Dupont, quant à lui, passait ses journées enfermé dans son bureau, plongé dans de vieux registres et des documents qu'il relisait sans cesse, comme s'il cherchait quelque chose, ou comme s'il vérifiait que quelque chose n'avait pas été oublié. La nuit, les murmures continuaient. Toujours le même prénom, répété inlassablement dans les profondeurs de l'aile ouest. Étienne avait fini par s'y habituer, ou du moins par faire semblant. Mais ce qui l'inquiétait davantage, c'était ce qu'il avait commencé à remarquer dans la maison elle-même, des détails étranges, des portraits de famille accrochés dans le grand salon où manquait visiblement un cadre. On voyait la marque plus claire sur le papier peint, l'emplacement du clou, mais le portrait avait été retiré. Dans la bibliothèque, il avait trouvé un album de photographies familiales. En le feuilletant, il avait constaté que plusieurs pages avaient été arrachées, proprement découpées au couteau, comme pour effacer quelqu'un de l'histoire de la famille. Et puis, il y avait cette chambre, au bout du couloir du premier étage, une porte toujours fermée, mais dont la poignée était si propre, si luisante, qu'elle devait être nettoyée régulièrement, comme si quelqu'un y entrait souvent, en cachette. Un soir, alors qu'il montait se coucher après avoir terminé ses corvées, Étienne avait croisé Lucien dans l'escalier. Le jeune homme descendait, une bougie à la main, le visage marqué par une fatigue extrême. Leurs regards s'étaient croisés un instant, et Lucien s'était arrêté. Il avait ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis s'était ravisé. Mais au moment où Étienne s'apprêtait à continuer son chemin, Lucien l'avait retenu par le bras. « Vous l'avez vraiment entendu ?» Sa voix était basse, presque tremblante. Étienne avait hésité, puis hoché la tête. Lucien avait fermé les yeux, comme accablé par un poids invisible. « Elle ne partira jamais. Tant que nous serons là, elle restera. C'est notre punition. » « Qui est Mathilde ?» avait demandé Étienne doucement. Lucien avait reculé d'un pas, secouant la tête. « Ne cherchez pas à savoir. Croyez-moi, c'est mieux pour vous. Mais si elle est morte, si elle hante cette maison, peut-être qu'elle veut qu'on sache la vérité. Peut-être qu'elle veut... Elle veut se venger, » avait coupé Lucien d'une voix soudain dure. « Et si vous continuez à poser des questions, vous allez devenir sa prochaine victime, vous comprenez? Elle ne fait pas de différence entre nous et les autres. Tout le monde dans cette maison est en danger. » Il était parti sans rien ajouter, laissant Étienne seul dans la pénombre de l'escalier. Mais ces paroles avaient résonné longtemps dans son esprit. Se venger. De quoi? Et comment? Le lendemain matin,
Alors qu'il balayait le vestibule, il avait remarqué quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Sur le sol de pierre, près de l'escalier central, il y avait une tache sombre presque effacée par le temps, mais encore visible si l'on regardait attentivement. Cela ressemblait à du sang séché, incrusté dans les joints entre les pierres. Il s'était agenouillé pour mieux voir, et c'est à ce moment-là qu'il avait senti une présence derrière lui. Il s'était retourné brusquement. Une silhouette se tenait en haut de l'escalier. Une femme, immobile, vêtue d'une longue robe blanche. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, et son visage était d'une pâleur cadavérique. Mais ce qui avait glacé le sang d'Étienne, c'était la tache rouge qui s'étalait sur le devant de sa robe. Du sang. Du sang frais qui coulait lentement, dégoulinant sur les marches. La femme le fixait sans bouger, et dans ses yeux, il n'y avait rien, pas de colère, pas de tristesse, juste un vide insondable. Étienne avait voulu crier, mais aucun son n'était sorti de sa gorge. Il était paralysé, incapable de détacher son regard de cette apparition. Et puis, lentement, les lèvres de la femme s'étaient entr'ouvertes, et elle avait murmuré d'une voix rauque, brisée. « Ils ont menti. » Puis, elle avait disparu. Comme ça, en un instant, Étienne s'était effondré contre le mur, tremblant de tous ses membres. Madame Clémence était arrivée quelques secondes plus tard, alertée par le bruit du balai tombé au sol. Elle avait regardé Étienne, puis l'escalier, puis de nouveau Étienne. Et dans son regard, il avait lu quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, de la résignation, comme si elle savait exactement ce qui venait de se passer. Elle l'avait aidé à se relever sans un mot, lui avait servi un verre d'eau dans la cuisine et était restée assise en face de lui un long moment avant de parler. « Elle vous a montré, n'est-ce pas ?» Étienne avait hoché la tête, incapable de parler. Madame Clémence avait soupiré profondément, passant une main fatiguée sur son visage. Mathilde était leur fille, la fille unique des Dupont. Elle avait 17 ans. Était? Elle est morte ici, dans cette maison, il y a 4 ans. En 1890. Comment? Madame Clémence avait détourné le regard, comme si même prononcer les mots lui coûtait. Officiellement, on a dit qu'elle était tombée dans l'escalier, un accident. Mais, ce n'était pas un accident. Le silence s'était installé entre eux, lourd de non-dits. Étienne avait senti son estomac se nouer. Il savait qu'il était sur le point d'apprendre quelque chose d'irréversible, quelque chose qui changerait tout. Madame Clémence avait fini par lever les yeux vers lui, et dans son regard, il avait vu une douleur ancienne, jamais guérie. Elle a été tuée, Étienne, assassinée, et personne n'a jamais payé pour ce crime. Madame Clémence avait parlé pendant près d'1 heure, racontant à Étienne ce que personne au village n'osait dire. Mathilde Dupont avait été une jeune fille vive et intelligente, aimée de tous ceux qui la connaissaient. Elle avait des cheveux noirs comme la nuit, et des yeux d'un bleu profond qui semblaient m'avoir plus loin que ce que les autres pouvaient comprendre. Elle aimait lire, se promener dans la forêt, et avait une relation particulièrement forte avec sa mère, Marguerite. Mais son père, Henri Dupont, avait pour elle d'autres projets. En tant qu'ancien magistrat, il avait des relations importantes dans la région. Il voulait que sa fille épouse un homme influent, quelqu'un qui renforcerait le statut de la famille. Il avait choisi pour elle un certain Édouard de Valmy, un homme de 40 ans, riche propriétaire terrien, mais connu pour sa cruauté envers ses domestiques et sa réputation de débauché. Mathilde avait refusé catégoriquement. Elle avait supplié son père de ne pas l'obliger à épouser cet homme, mais Henri était inflexible. Il voyait dans ce mariage une opportunité qu'il ne pouvait pas laisser passer. Les disputes avaient commencé, violentes, quotidiennes. Mathilde criait qu'elle préférait mourir plutôt que d'épouser de Valmy. Henri répondait qu'elle était égoïste, qu'elle ne pensait qu'à elle. Marguerite, déchirée entre son mari et sa fille, restait silencieuse, impuissante. Quant à Lucien, il était encore jeune à l'époque, à peine 21 ans, et n'osait pas s'opposer ouvertement à son père. Mais il aimait profondément sa sœur. Il essayait de la réconforter en secret, lui promettant que tout finirait par s'arranger. Sauf que rien ne s'était arrangé. Une nuit de novembre, exactement 4 ans avant l'arrivée d'Étienne, Mathilde avait annoncé à son père qu'elle avait pris une décision. Elle allait quitter la maison. Elle avait trouvé un emploi de préceptrice à Genève, chez une famille respectable. Elle partirait le lendemain matin, avec ou sans son consentement. Henri avait explosé. Il l'avait accusée de déshonorer la famille, de les ruiner.
La dispute avait été terrible. On les entendait crier depuis l'aile ouest. Marguerite pleurait. Lucien tentait d'intervenir. Et puis, soudain, il y avait eu un grand fracas, suivi d'un silence absolu. Madame Clémence, qui dormait au rez-de-chaussée à l'époque, s'était précipitée vers l'escalier central. Là, elle avait vu Mathilde, étendue au pied des marches, les yeux grands ouverts, le cou tordu dans un angle impossible. Une mare de sang s'élargissait lentement autour de sa tête. En haut de l'escalier se tenaient Henri, Marguerite et Lucien, tous trois figés, comme pétrifiés par ce qu'ils venèrent de voir. Henri était descendu le premier. Il avait touché le pouls de Mathilde, puis s'était redressé lentement. Son visage était d'une blancheur mortelle, mais sa voix, quand il avait parlé, était étrangement calme. C'était un accident. Elle a trébuché. Elle est tombée. Marguerite avait secoué la tête, refusant d'y croire. Lucien pleurait en silence. Madame Clémence, elle, avait remarqué quelque chose que les autres ne semblaient pas voir, ou plutôt quelque chose qu'ils refusaient de voir. Sur la balustrade de l'escalier, il y avait des traces de mains, des traces humides, comme si quelqu'un avait poussé violemment. Et sur la tempe de Mathilde, sous le sang, on distinguait une marque, une ecchymose qui n'avait pas été causée par la chute. Quelqu'un l'avait frappée avant. Quelqu'un dans cette famille avait tué Mathilde Dupont. Mais qui? Henri, dans un accès de rage. Marguerite, sous la pression de son mari. Lucien, dans une tentative maladroite de la retenir. Personne ne l'avait jamais dit. Et personne ne le dirait jamais. Le lendemain, le médecin de famille était venu constater le décès. Un certain docteur Arnoux, un vieil ami d'Henri Dupont. Il avait examiné le corps rapidement, trop rapidement, et avait signé un certificat de décès indiquant « accident domestique, chute mortelle ». Il n'y avait eu aucune enquête, aucune autopsie. Mathilde avait été enterrée 3 jours plus tard dans le petit cimetière familial, derrière le manoir, sous une pierre tombale sobre portant simplement son prénom et ses dates. Mais depuis ce jour, la maison n'avait plus jamais été la même. Marguerite avait sombré dans une sorte de mélancolie profonde dont elle n'était jamais sortie. Lucien était devenu sombre, nerveux, hanté par quelque chose qu'il ne pouvait partager, et Henri, malgré son apparence de contrôle, avait commencé à passer des nuits entières à modifier les registres familiaux, à retirer les photographies de Mathilde, à effacer systématiquement toute trace de son existence. Comme s'il croyait qu'en la faisant disparaître de la mémoire, il pourrait échapper à ce qu'ils avaient fait. Mais Mathilde n'avait pas disparu, elle était revenue. Quelques semaines après sa mort, on avait commencé à entendre des bruits dans l'aile ouest, là où se trouvait sa chambre, désormais condamnée, des pas, des sanglots, et ce murmure inlassablement répété, son propre prénom comme un rappel constant de ce qui avait été volé. Plusieurs domestiques s'étaient succédés au manoir depuis, mais aucun n'était resté plus de quelques semaines. Tous repartaient terrifiés, refusant d'expliquer ce qu'ils avaient vu ou entendu. Madame Clémence, elle, était restée, peut-être par loyauté envers Mathilde, peut-être par culpabilité de n'avoir rien pu faire. Elle était la seule à savoir la vérité, la seule qui se souvenait, et maintenant, elle la confiait à Étienne. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» avait demandé le jeune homme bouleversé. Madame Clémence avait posé une main sur la sienne, une main froide et tremblante. « Parce que vous l'avez vue, et quand elle se montre à quelqu'un, c'est qu'elle attend quelque chose de cette personne. Elle veut que la vérité soit révélée, elle veut que justice soit faite. Mais comment peut-on prouver ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais elle sait, et elle va vous guider. » Cette nuit-là, Étienne n'avait pas dormi. Il était resté assis sur son lit à repenser à tout ce qu'il avait appris. Une jeune fille assassinée par sa propre famille, un crime étouffé, effacé, oublié, et un esprit qui refusait de partir tant que la vérité resterait enfouie. Il comprenait maintenant pourquoi les Dupont vivaient dans cette atmosphère de terreur. Il savait que Mathilde était là, il savait qu'elle n'oublierait jamais. Et il savait qu'un jour, tôt ou tard, quelqu'un découvrirait ce qu'ils avaient fait. Vers 3 heures du matin, les murmures avaient recommencé. Mais cette fois, Étienne n'avait pas eu peur. Il s'était levé, avait enfilé ses chaussures et était sorti de sa chambre. Il avait marché dans le couloir sombre, guidé par cette voix venue d'ailleurs. Il était arrivé devant la porte de l'aile ouest, celle avec le cadenas. Et là, sous ses yeux, le cadenas s'était ouvert tout seul, lentement, sans bruit. Comme poussé par une main invisible, la porte s'était entrebâillée, laissant s'échapper un courant d'air glacé. Étienne avait hésité un instant, puis était entré. Ce qu'il avait découvert dans cette aile condamnée
allait changer le cours des événements et révéler enfin le secret sanglant de la famille Dupont. L'aile ouest était plongée dans une obscurité presque totale. Étienne avait avancé à tâtons, les mains tendues devant lui, sentant sous ses doigts le papier peint humide et décollé. Une odeur de renfermé et de pourriture flottait dans l'air. Il avait fini par trouver une porte entr'ouverte sur sa droite et l'avait poussée doucement. C'était une chambre. La chambre de Mathilde. Malgré les années d'abandon, on voyait encore les traces de ce qu'elle avait été. Un lit à baldaquin recouvert d'un drap poussiéreux. Une armoire aux portes entr'ouvertes. Un bureau près de la fenêtre, sur lequel reposaient encore des livres et des cahiers. Étienne s'était approché du bureau. À la lumière blafarde de la lune qui filtrait à travers les volets disjoints, il avait pu distinguer l'écriture soignée de Mathilde sur les couvertures des cahiers. C'étaient des journaux intimes, 5 cahiers, datés de 1887 à 1890, les dernières années de sa vie. Il avait ouvert le dernier, celui de l'année de sa mort, et avait commencé à lire à la lueur d'une bougie qu'il avait trouvée dans un tiroir. Les premières pages décrivaient sa vie quotidienne, ses promenades, ses lectures, ses conversations avec sa mère. Puis, au fil des mois, le ton changeait. Elle parlait de son père, de ses exigences de plus en plus pressantes concernant le mariage avec Édouard de Valmy. Elle décrivait sa peur, son dégoût à l'idée d'épouser cet homme. Elle écrivait aussi sur Lucien, qui essayait de l'aider mais qui était trop faible pour s'opposer à leur père. Et puis, en septembre 1890, quelques semaines avant sa mort, elle avait écrit quelque chose de troublant. « Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose d'horrible, quelque chose que père a fait il y a longtemps, un secret qu'il cache depuis toujours. Si cela se savait, il serait ruiné, déshonoré, peut-être même emprisonné. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Devrais-je m'en servir pour le forcer à annuler ce mariage? Ou devrais-je garder le silence et protéger le nom de notre famille? Je suis déchiré. » Étienne avait tourné frénétiquement les pages suivantes, cherchant des détails, mais Mathilde n'avait jamais explicité ce qu'elle avait découvert. Elle y faisait seulement allusion, comme si elle avait peur que quelqu'un lise son journal. Et puis, à la date du 5 novembre 1890, 10 jours avant sa mort, elle avait écrit ces lignes. « J'ai confronté père ce soir. Je lui ai dit ce que je savais. Je pensais qu'il reculerait, qu'il annulerait le mariage pour m'acheter le silence. Mais au lieu de ça, il est devenu fou de rage. Il m'a attrapé par les épaules et m'a secoué violemment en criant que si je parlais, il me tuerait de ses propres mains. Je ne l'avais jamais vu comme ça. » Mère pleurait. Lucien a dû le retenir. « J'ai peur maintenant. J'ai vraiment peur. » Les dernières lignes du journal étaient datées du 14 novembre. « Demain, je pars. J'ai tout organisé. Je quitterai cette maison à l'aube, avant qu'il ne se réveille. Je ne reviendrai jamais. Peu importe ce que père a fait, peu importe les secrets de cette famille, je refuse de sacrifier ma vie pour les protéger. Si Dieu le veut, je serai libre. » Mais elle n'était jamais partie. Elle était morte cette nuit-là dans l'escalier. Étienne avait refermé le journal, le cœur battant. Ainsi, Mathilde avait découvert un secret terrible concernant son père. Un secret suffisamment grave pour qu'Henri Dupont soit prêt à tout pour le protéger, même à tuer sa propre fille. Mais quel était ce secret? Étienne avait fouillé la chambre, cherchant un indice, un document, n'importe quoi qui pourrait l'éclairer. Il avait ouvert les tiroirs du bureau, inspecté l'armoire, soulevé le matelas. Rien. Puis alors qu'il s'apprêtait à abandonner, il avait remarqué quelque chose. Une latte du plancher, près de la fenêtre, était légèrement surélevée. Il s'était agenouillé et l'avait soulevée délicatement. En dessous se trouvait une petite cavité, et dans cette cavité, une enveloppe scellée. Il l'avait prise avec précaution et l'avait ouverte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. Le premier était un acte de naissance daté de 1868 concernant une certaine Marie Duval, née à Morez. Le deuxième était un certificat de décès pour la même Marie Duval, décédée en 1869 à l'âge d'1 an. Et le troisième document était une lettre manuscrite signée par un certain docteur Arnoux, le même qui avait signé le certificat de décès de Mathilde. La lettre était adressée à Henri Dupont et datait de 1869. « Monsieur Dupont, comme convenu, j'ai signé le certificat de décès de l'enfant. La cause indiquée est une fièvre scarlatine. Personne ne posera de questions. La somme que vous m'avez versée couvre largement mes services et garantit mon silence. Quant à la mère, j'espère sincèrement que vous tiendrez votre promesse de subvenir à ses besoins,
bien qu'elle ne puisse plus jamais élever d'objection. Que Dieu vous pardonne ce que vous avez fait. Étienne avait relu la lettre 3 fois, essayant de comprendre. Henri Dupont avait payé le médecin pour falsifier un certificat de décès. Mais pourquoi? Et qu'était-il arrivé à l'enfant? Et qui était cette Marie Duval? Il avait retourné les documents, cherchant d'autres indices, et c'est alors qu'il avait remarqué, au dos de l'acte de naissance, une note écrite au crayon de la main de Mathilde. Marie Duval était la fille illégitime de mon père, née de sa liaison avec une servante. L'enfant n'est pas morte. Il l'a cachée quelque part, loin d'ici, pour protéger sa réputation. La mère a été internée dans un asile après avoir été déclarée folle. Tout cela pour préserver l'honneur des Dupont. Mon père est un monstre. Tout devenait clair maintenant. Henri Dupont, jeune magistrat ambitieux, avait eu une liaison avec une domestique qui était tombée enceinte. Plutôt que d'assumer sa responsabilité, il avait orchestré une mascarade. Il avait fait passer l'enfant pour morte, l'avait probablement confiée à une institution ou à une famille lointaine, et avait fait interner la mère pour s'assurer de son silence. Le docteur Arnoux, corrompu par l'argent, avait couvert le tout. Et pendant 25 ans, ce secret était resté enfoui, jusqu'à ce que Mathilde le découvre. Elle avait dû trouver ces documents par hasard, peut-être en fouillant dans le bureau de son père, et elle avait compris l'étendue de son hypocrisie. Cet homme qui prétendait défendre l'honneur de la famille, qui voulait la forcer à un mariage respectable, avait lui-même trahi tous les principes qu'il prétendait incarner. Elle avait voulu s'en servir comme moyen de pression. Mais Henri ne pouvait pas se permettre que ce secret soit révélé. Sa réputation, sa carrière, tout aurait été détruit. Alors, il avait fait ce qu'il savait faire. Il l'avait fait taire, définitivement. Étienne était resté assis sur le plancher de la chambre de Mathilde, les documents dans les mains, essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir. Un meurtre, un infanticide dissimulé, une femme innocente enfermée dans un asile, et tout cela pour préserver les apparences. Il comprenait maintenant pourquoi Mathilde hantait cette maison. Elle voulait que la vérité éclate. Elle voulait que son père paie pour ce qu'il avait fait. Non seulement pour sa propre mort, mais pour toutes les vies qu'il avait détruites. Étienne avait glissé les documents dans sa chemise et s'était relevé. Il devait sortir de cette maison, il devait aller voir les autorités, montrer ses preuves, faire ouvrir une enquête. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte de la chambre, il s'était figé. Quelqu'un se tenait dans l'encadrement. Henri Dupont. Le vieil homme était là, une lampe à huile à la main, le visage durci par une expression qu'Étienne n'avait jamais vue auparavant. Une expression de rage froide et calculatrice. « Vous n'auriez pas dû venir ici », sa voix était calme, presque douce, mais chargée de menaces. Étienne avait reculé instinctivement, cherchant une issue, mais il n'y en avait pas. Henri avançait lentement dans la chambre, posant la lampe sur le bureau. Il avait vu les journaux ouverts, les lattes du plancher soulevées. Il savait qu'Étienne avait trouvé les documents. « Donnez-moi ça. »« Non. Donnez-moi ces papiers immédiatement. Vous avez tué votre fille. Vous avez abandonné un enfant et détruit une femme innocente. Vous devez répondre de vos actes. » Henri avait ri, un rire sans joie, amer. Répondre? Devant qui? Devant une justice que j'ai moi-même servie pendant 30 ans? Vous êtes naïf, mon garçon. Ces documents ne prouvent rien. Ils ont plus de 25 ans. Le médecin est mort depuis longtemps. La mère est probablement morte aussi. Et quant à l'enfant, si elle existe encore quelque part, personne ne pourra prouver qu'elle est mienne. Mais Mathilde... Mathilde était une enfant ingrate qui a refusé de comprendre ce qui était bon pour elle. Sa mort était un accident, un tragique accident, et c'est ce que tout le monde continuera de croire. Les gens savent. Au village, ils parlent. Ils savent que quelque chose s'est passé ici. Les gens parlent toujours, mais parler n'est pas prouvé. Et sans preuve, je ne risque rien. Étienne avait serré les documents contre sa poitrine, déterminé à ne pas les laisser entre les mains d'Henri. Mais le vieil homme s'était approché encore, et dans la lumière vacillante de la lampe, Étienne avait vu quelque chose briller dans sa main. Un couteau. Le même couteau que les Dupont utilisaient pour découper la viande lors des repas. Henri l'avait pointé vers lui, sans trembler. « Je vous donne une dernière chance. Rendez-moi ces documents, quittez cette maison cette nuit même, et je vous paierai suffisamment pour que vous puissiez recommencer une vie ailleurs. Refusez, et vous connaîtrez le même sort que ma fille. » Vous n'oseriez pas. J'ai déjà tué une fois pour protéger ce secret. Je n'hésiterai pas à recommencer. Le silence s'était installé, lourd et oppressant.
Étienne savait qu'Henri ne bluffait pas. Il voyait dans ses yeux la détermination d'un homme prêt à tout. Mais alors qu'il cherchait désespérément une issue, quelque chose s'était produit. La température de la pièce avait chuté brutalement. Leur souffle formait maintenant de la buée. La flamme de la lampe s'était mise à vaciller, puis s'était éteinte d'un coup, les plongeant dans l'obscurité totale. Henri avait reculé, surpris. Et puis, il l'avait entendu. La voix de Mathilde. Mais cette fois, ce n'était plus un murmure. C'était un cri de rage et de douleur qui semblait venir de partout à la fois, résonnant dans les murs, secouant les fondations mêmes de la maison. « Menteur! Assassin !» Des bruits de pas avaient retenti dans le couloir. Des portes avaient claqué, les murs avaient tremblé. Henri était tombé à genoux, lâchant son couteau, se couvrant les oreilles de ses mains. Étienne, lui, était resté debout, pétrifié. Et soudain, dans la pénombre, il l'avait vue. Mathilde. Elle se tenait juste devant son père, sa robe blanche tachée de sang, ses yeux noirs fixés sur lui avec une intensité terrifiante. Elle avait tendu une main vers lui et Henri s'était mis à hurler, un hurlement de terreur pure, primal. Il s'était relevé d'un bond et s'était précipité vers la porte, bousculant Étienne au passage. Étienne avait entendu ses pas précipités dans l'escalier, puis un cri, suivi d'un bruit sourd. Puis plus rien. Quand Étienne était finalement sorti de la chambre, il avait trouvé Henri Dupont étendu au pied de l'escalier central, dans la même position exacte que Mathilde 4 ans plus tôt, le cou brisé, les yeux grands ouverts, figés dans une expression d'horreur absolue. Marguerite et Lucien étaient descendus, alertés par le bruit. Madame Clémence les avait rejoints quelques instants plus tard. Tous regardèrent le corps sans dire un mot. Puis Marguerite s'était tournée vers Étienne et avait murmuré d'une voix blanche « C'est fini ». Elle a eu ce qu'elle voulait. Les jours qui avaient suivi la mort d'Henri Dupont s'étaient déroulés dans une atmosphère étrange, presque irréelle. Le médecin du village était venu constater le décès et avait conclu, comme pour Mathilde, à un accident domestique, une chute dans l'escalier. Personne n'avait posé de questions, personne ne voulait savoir. Henri avait été enterré dans le cimetière familial à côté de sa fille. L'ironie de cette proximité n'avait échappé à personne. Étienne avait gardé les documents qu'il avait trouvés dans la chambre de Mathilde. Il ne savait pas encore ce qu'il allait en faire, mais il savait qu'ils étaient importants, qu'ils représentaient quelque chose de plus grand qu'une simple vengeance. Ils représentaient la vérité, une vérité qui avait été étouffée pendant trop longtemps. Quelques jours après l'enterrement, Lucien Dupont avait demandé à voir Étienne dans le bureau de son père. Le jeune homme s'était assis dans le grand fauteuil de cuir, mais il semblait perdu, comme un enfant dans un costume trop grand pour lui. Il avait regardé Étienne longuement avant de parler. « Je sais que vous avez trouvé quelque chose. Je sais que vous savez. » Étienne n'avait pas répondu. Lucien avait soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Mon père était un homme terrible. Je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais eu le courage de m'opposer à lui. Quand elle est morte, j'étais là. J'ai tout vu. » Qu'est-ce qui s'est passé? Lucien avait fermé les yeux, comme s'il revivait la scène. Ils se disputaient. Mathilde lui criait qu'elle allait tout révéler, qu'elle allait détruire sa réputation. Mon père était fou de rage. Il l'a attrapée. Ils se sont battus. Et puis, je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Il l'a poussée. Ou peut-être qu'elle a essayé de se dégager et qu'elle a perdu l'équilibre. Mais ce que je sais, c'est qu'il aurait pu la rattraper. Il a eu le temps. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a regardée tomber. Et quand elle est tombée, il n'a rien fait pour l'aider. Il l'a laissée mourir. Et vous? Vous n'avez rien fait non plus? Lucien avait relevé les yeux et Étienne avait vu des larmes couler sur ses joues. J'étais pétrifié. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Et quand j'ai réalisé, il était trop tard. Mon père m'a dit qu'il fallait dire que c'était un accident, que si la vérité éclatait, toute la famille serait détruite, ma mère aussi. Alors j'ai menti. J'ai passé 4 ans à me mentir à moi-même. Et chaque nuit, j'entends sa voix. Chaque nuit, je la vois tomber. Il avait plongé son visage dans ses mains, secouant la tête. Je suis un lâche. Je l'ai toujours été. Étienne avait sorti les documents de sa poche et les avait posés sur le bureau. Votre père a fait bien pire que tuer Mathilde. Il a détruit d'autres vies avant ça. Lucien avait pris les documents et les avait lus en silence. Son visage s'était décomposé au fur et à mesure. Quand il avait terminé, il était livide. « Mon Dieu, je ne savais pas. Je n'avais aucune idée.
Qu'allez-vous faire maintenant » Lucien avait regardé les documents, puis Étienne, ce que ma sœur aurait voulu que je fasse, dire la vérité. Au cours des semaines suivantes, Lucien Dupont avait entrepris une démarche extraordinaire. Il était allé voir les autorités et leur avait tout raconté. La liaison de son père avec la domestique, l'enfant caché, la mère internée, le certificat de décès falsifié, et enfin la mort de Mathilde, qui n'était pas un accident mais le résultat direct des mensonges et de la violence d'Henri Dupont. L'affaire avait fait scandale dans toute la région. Les journaux s'en étaient emparés. Les archives avaient été rouvertes, examinées. On avait découvert d'autres irrégularités dans les dossiers traités par Henri Dupont lorsqu'il était magistrat. Des affaires où il avait probablement abusé de son pouvoir, couvert des crimes, protégé des amis influents. L'enquête sur la domestique internée avait permis de retrouver sa trace. Elle était morte en 1895, dans l'asile de Saint-Dizier, après 26 ans d'enfermement pour une prétendue folie dont elle n'avait jamais souffert. Quant à l'enfant, Marie Duval, on avait fini par la localiser dans un orphelinat de Lyon. Elle avait maintenant 26 ans, elle travaillait comme couturière et n'avait jamais su qui étaient ses véritables parents. Lucien avait insisté pour qu'elle soit officiellement reconnue comme fille d'Henri Dupont. Il lui avait donné une part de l'héritage familial, malgré les protestations des notables locaux qui trouvaient cela scandaleux. Marguerite, de son côté, était restée silencieuse pendant tout ce processus. Elle avait quitté le manoir peu après la révélation de la vérité et était partie vivre chez sa sœur à Besançon. On disait qu'elle avait retrouvé une certaine paix, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Madame Clémence était restée au service de Lucien. Ensemble, ils avaient fait ouvrir l'aile ouest et avaient restauré la chambre de Mathilde. Ils y avaient placé un portrait d'elle, une jeune femme au regard vif et déterminé. Et sur sa tombe, ils avaient fait graver une nouvelle inscription. Mathilde Dupont, 1873-1890. Elle a osé dire la vérité. Quant à Étienne, il était resté quelques mois de plus au manoir, le temps que tout se stabilise. Puis, il était reparti, avec l'argent que Lucien lui avait donné en remerciement. Il était retourné au village auprès de sa mère qui se remettait lentement de sa maladie. Il avait raconté son histoire à quelques personnes de confiance, mais la plupart ne l'avaient pas cru, ou plutôt, ils avaient préféré ne pas croire. C'était trop troublant, trop effrayant. Mais ce qu'Étienne savait, ce que tous ceux qui avaient vécu dans cette maison savaient, c'est que Mathilde Dupont n'avait jamais vraiment quitté le manoir. Elle était restée là, veillant, attendant que justice soit faite. Et quand elle l'avait obtenue, enfin, elle avait pu se reposer. Les murmures s'étaient tus. Les apparitions avaient cessé. L'aile ouest n'était plus hantée. Lucien disait parfois qu'il sentait encore sa présence, mais c'était différent maintenant. Ce n'était plus de la colère ou de la douleur. C'était quelque chose de plus doux, de plus apaisé, comme si elle veillait sur lui, comme une grande sœur le ferait. Et peut-être que c'était exactement ce qu'elle faisait. Peut-être que, même dans la mort, l'amour qu'elle avait eu pour son frère n'avait jamais disparu. Peut-être qu'en révélant la vérité, Lucien s'était enfin racheté à ses yeux. Et peut-être que finalement, elle lui avait pardonné. Plusieurs années passèrent. Le manoir Dupont fut vendu en 1901. Lucien ne supportait plus d'y vivre, hanté non pas par le fantôme de sa sœur, mais par ses propres souvenirs. Il s'installa à Paris, où il devint avocat spécialisé dans la défense des femmes victimes de violences domestiques. Un choix qui surprit beaucoup de gens, mais qui, pour ceux qui connaissaient son histoire, avait tout son sens. Marie Duval, la demi-sœur qu'il n'avait jamais connue, vint lui rendre visite une fois. Ils passèrent une après-midi ensemble à parler de leur père, de Mathilde, de tout ce qui aurait pu être différent. À la fin de cette rencontre, ils ne se promirent pas de rester en contact. C'était trop compliqué, trop chargé émotionnellement. Mais ils se serrèrent la main avec respect, reconnaissant en l'autre une victime du même homme, du même système de mensonges. Le manoir lui-même fut transformé en sanatorium. Les nouveaux propriétaires, ignorant l'histoire complète du lieu, pensèrent que l'air pur de la montagne et l'isolement seraient bénéfiques pour les patients atteints de tuberculose. Pendant quelques années, le manoir résonna à nouveau de voix humaines, de toux et de murmures. Certains patients disaient parfois voir une jeune femme en blanc qui marchait dans les couloirs la nuit, mais elle ne faisait jamais peur, elle semblait juste observer, veiller. Les infirmières avaient fini par l'appeler la dame du manoir, et certaines lui parlaient, même lui demandant de protéger les malades. Et étrangement, ceux qui dormaient dans l'ancienne chambre de Mathilde
semblait se rétablir plus vite que les autres. Les médecins attribuaient cela à l'exposition au soleil ou à la qualité de l'air. Mais les infirmières, elles, savaient mieux. Puis vint la Grande Guerre. Le sanatorium ferma. Beaucoup d'hommes de la région partirent au front, dont plusieurs qui avaient connu l'histoire des Dupont. Certains ne revinrent jamais. D'autres revinrent changés, traumatisés par ce qu'ils avaient vu dans les tranchées. Et comparés aux horreurs de Verdun et de la Somme, l'histoire de Mathilde Dupont semblait presque insignifiante, juste une tragédie familiale parmi tant d'autres. Le manoir resta abandonné pendant des décennies. Les villageois évitaient de s'en approcher, non pas par peur du fantôme, mais simplement parce que c'était devenu une ruine dangereuse. Les toits s'effondraient, les murs se lézardaient, la nature reprenait ses droits. Les sapins et les ronces envahissaient les anciennes pièces, les fenêtres brisées laissaient entrer la pluie et la neige. En 1968, un historien local du nom de Paul Mercier décida de faire des recherches sur les familles notables du Jura au XIXe siècle. Il tomba par hasard sur des articles de journaux de 1895 mentionnant le scandale Dupont. Intrigué, il fouilla plus profondément, retrouva des témoignages, des lettres, des documents officiels. Il interviewa même quelques personnes très âgées qui se souvenaient vaguement de l'affaire. Parmi elles, une vieille dame de 90 ans qui lui raconta que sa grand-mère avait été domestique au manoir Dupont et qu'elle lui avait parlé de Mathilde, de sa gentillesse, de son intelligence et de l'injustice terrible de sa mort. Paul Mercier publia un livre en 1972 intitulé « Les secrets oubliés du Jura, l'affaire Dupont ». Le livre ne fut jamais un best-seller, mais il eut un certain succès régional. Il permit de remettre en lumière cette histoire que beaucoup avaient préféré oublier. Ce qui frappa le plus Paul Mercier dans ses recherches, c'était la manière dont la famille avait tenté d'effacer Mathilde de l'histoire. Les registres modifiés, les photos détruites, les témoignages étouffés. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Sauf qu'elle avait existé. Elle avait vécu, aimé, rêvé, espéré, et elle était morte pour avoir osé défendre ses rêves. Dans la conclusion de son livre, Paul Mercier écrivait « Mathilde Dupont représente toutes ces femmes dont l'histoire a tué les voix, celles qui ont été réduites au silence par la violence, par les conventions sociales, par la peur. Mais si nous écoutons attentivement, si nous cherchons dans les archives, dans les témoignages, dans les lieux eux-mêmes, nous pouvons encore entendre leurs voix. Et nous avons le devoir de les écouter. Aujourd'hui, le manoir Dupont n'existe plus. Il a été complètement démoli en 1985, jugé trop dangereux pour être restauré. À sa place se trouve maintenant un petit parc municipal avec des bancs et des arbres. Une plaque commémorative a été installée en 1990, exactement 100 ans après la mort de Mathilde. On peut y lire « À la mémoire de Mathilde Dupont, 1873-1890 ». Elle a refusé de se taire. Le cimetière familial, lui, existe toujours. Les tombes des Dupont sont regroupées sous un grand chêne. Henri, Marguerite, Lucien, qui mourut en 1938 d'une crise cardiaque. Et Mathilde, dont la pierre tombale est toujours la plus fleurie, même aujourd'hui. Même après plus d'un siècle, les habitants du village disent que ce sont les touristes qui laissent des fleurs après avoir lu le livre de Paul Mercier. Mais certaines des plus anciennes résidentes, celles qui ont entendu les histoires transmises de génération en génération, savent que ce ne sont pas que les touristes. Parfois, on trouve sur la tombe de Mathilde des bouquets qui n'ont pas été achetés dans un magasin. Des fleurs sauvages, cueillies dans la forêt. Des bouquets simples, délicats, posés là pendant la nuit, et personne ne sait qui les apporte. Quant à Étienne Marvaux, il vécut jusqu'en 1952, atteignant l'âge de 77 ans. Il se maria, eut 3 enfants, et travailla toute sa vie comme menuisier dans le village. Il ne retourna jamais au manoir Dupont. Mais jusqu'à sa mort, il raconta l'histoire de Mathilde à qui voulait l'entendre, à ses enfants, à ses petits-enfants, aux clients de son atelier. Certains le prenaient pour un vieux fou, d'autres écoutaient avec fascination. Mais tous retenèrent la même chose, que la vérité, même enterrée, même effacée, finit toujours par ressortir, d'une manière ou d'une autre. Dans ses derniers jours, alors qu'il était alité, mourant d'une pneumonie, il confia à sa fille aînée qu'il avait parfois des rêves étranges. Des rêves où il revoyait Mathilde, jeune et vivante, lui souriant avec gratitude. « Elle me remercie », disait-il. « Elle me remercie de ne pas avoir oublié. » Et quand il mourut paisiblement dans son sommeil, sa fille jura avoir senti dans la chambre un parfum de fleurs sauvages
qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Un parfum doux et frais, comme celui d'une forêt de montagne au printemps. L'histoire de Mathilde Dupont aurait pu disparaître complètement. Elle aurait pu n'être qu'une note de bas de page dans les archives régionales, une jeune femme morte tragiquement dans un accident domestique. Mais grâce à Étienne, à Lucien, à Madame Clémence, à Paul Mercier et à tous ceux qui ont refusé de laisser sa mémoire s'effacer, elle est devenue quelque chose de plus, un symbole, un rappel. Une voix qui traverse le temps pour nous dire « N'oubliez pas, n'oubliez jamais ceux qui ont été réduits au silence. Parce que tant que quelqu'un se souvient, tant que quelqu'un raconte leur histoire, ils ne sont pas vraiment morts. » Et peut-être que c'est exactement ce que Mathilde voulait. Non pas la vengeance, non pas la punition, mais simplement être entendue, être reconnue, exister, même après la mort. Dans les mémoires, dans les récits, dans les cœurs de ceux qui refusent d'accepter l'injustice. C'est peut-être pour ça que les fleurs continuent d'apparaître sur sa tombe. C'est peut-être pour ça que son histoire est racontée encore aujourd'hui, plus d'un siècle après sa mort. Parce que certaines voix sont trop fortes pour être réduites au silence. Certaines vérités sont trop importantes pour être enterrées. Et certaines âmes refusent simplement de disparaître dans l'oubli. Le secret sanglant de la famille Dupont n'est plus un secret. C'est devenu une légende. Une histoire vraie qui se transmet de génération en génération dans les montagnes du Jura. Une histoire qui rappelle que derrière chaque façade respectable peuvent se cacher des ténèbres profondes, mais aussi que la lumière, même après des décennies d'obscurité, finit toujours par percer. Mathilde Dupont a gagné, non pas par la peur qu'elle a inspirée en hantant le manoir, mais par la vérité qu'elle a refusé d'abandonner, même dans la mort. Et c'est peut-être ça, au fond, le véritable pouvoir des fantômes, non pas de nous faire peur, mais de nous forcer à nous souvenir. Fin. En 2023, une équipe d'archéologues et d'historiens a obtenu l'autorisation de faire des fouilles sur l'emplacement de l'ancien manoir Dupont. Ils cherchaient des vestiges architecturaux, des objets du quotidien, tout ce qui pourrait enrichir la compréhension de la vie bourgeoise dans le Jura au XIXe siècle. Ils ont trouvé beaucoup de choses, des fondations bien conservées, des fragments de vaisselle, des pièces de monnaie, mais ce qui a le plus marqué l'équipe, c'est ce qu'ils ont découvert sous l'emplacement de l'escalier central. Enterrés dans la terre, soigneusement emballés dans un tissu protecteur, ils ont trouvé 5 cahiers, les journaux intimes de Mathilde Dupont. Les originaux, ceux qu'Étienne avait lus cette nuit-là dans sa chambre condamnée. Quelqu'un, probablement Lucien avant la vente du manoir, les avait enterrés là, sous l'escalier où elle était morte, comme pour marquer l'endroit, comme pour s'assurer qu'un jour, quelqu'un les retrouverait. Les cahiers ont été restaurés avec précaution et sont maintenant conservés aux archives départementales. Des extraits ont été publiés permettant enfin d'entendre la vraie voix de Mathilde, pas la voix que les autres racontaient à son sujet, mais sa propre voix, ses propres mots, ses espoirs, ses peurs, ses rêves. Et la conclusion est unanime parmi les historiens qui ont étudié ses écrits. Mathilde Dupont était une jeune femme extraordinaire, intelligente, sensible,